ici, le secteur de Florence, Qui dégage. Mais ça, j'ai très bien compris. on ne veut pas être des toxicos, comme dans le nord de la France. Absolument, mais je suis tout à fait d'accord On avec ne vous. veut pas être des dealers, on ne veut pas être des toxicos. D'accord. Parce que là, vous nous parlez de l'Europe Il de n'y a pas l'achat. de souci. On ne veut pas Le venir chez souci vous, madame. premier, C'est pas donné. non, C'est non, sauver le l'entreprise. souci Voilà, premier, c'est de sauver les entreprises ici. Ça, Voilà, c'est très bien voilà, compris. voilà, c'est Donc, juste ça. j'ai pris des notes et À vous, je vais travailler après, sur le c'est sûr sujet. que c'est à vous de trouver. Ça vous Attends, 30 minutes. Ben, je fais partie de Nicolas Dupont-Aignan. Oui. Je fais partie de vous la République, mais bon... Moi, à 58 La ans. République est vraiment bien de vous. Moi, à 58 ans, je veux pas être le mendiant de l'État. Je veux travailler. Non mais ça j'ai parfaitement compris. On a tous Voilà. des enfants. J'ai compris tout ce qui a été dit. Il y a des sous-traitants, vous vous rendez compte, c'est une vallée de J'ai pris des notes. 70 Je 000 suis moi-même personnes. issue de la Lorraine, donc Ah oui. je comprends parfaitement le problème. Je C'est ne pas- viens pas de l'extérieur, on m'a mis dans une... Voilà. Donc Nous, on aimerait bien, voilà, on aimerait bien, voilà, sans s'énerver, vous venez, vous nous dites, mais de voilà, toute façon, il y a des choses concrètes, on pourrait, voilà, après on peut changer pas mal, voilà, on peut changer des choses, on peut changer des choses. Ici, attends, pas terminer. Nous, le combat qu'on veut ici, on ne veut pas instrumentaliser les policiers. Non mais Ça, ça, c'est une bonne- d'accord. Ça, je suis d'accord On avec veut pas vous. que le combat soit instrumentalisé. Peu importe. Non mais là, Et vous, votre nom, c'est comment? C'est Madame Bach. Madame Donc je suis donc votre future candidate. Non, voilà, après l'Europe, ça Dupont-Aignan avait des discours sur l'industrialisation qui n'étaient pas déconnants non plus. Maintenant, quand j'entends lui qui dit l'Europe, c'est la faute de l'Europe, c'est la faute de l'Europe, alors c'est la faute de l'Europe et on va où quand on dit ça? C'est pas une solution. Quand on dit c'est la faute de l'Europe, c'est pas une solution. Les règles européennes, elles sont ce qu'elles sont. On peut les Vous changer. êtes obligé, l'État français est obligé de se Écoutez, plier aux règles. écoute-moi, Non. l'Europe assise quand elle a été faite, Pourquoi l'Europe assise quand elle a été faite à 6 l'Europe. États, C'est elle vous avait les des élus, règles. c'est vous À les 12 élus. États, elle C'est avait vous des les élus à règles. dire, voilà, non mais vous les c'est règles vous les européennes, élus, l'État. c'est vous les élus à combattre contre ces règles qui sont la justice, on il y a va un dire, industriel, ici les injustices qu'on a actuellement, qu'on a eu actuellement à tu ne peux Gondrange, pas sortir qu'on a de eu l'Europe. qu'on a eu à Gondrange, Tu qu'on ne peux n'a pas jamais pu, sortir de on n'a l'Europe. jamais pu faire. Que tu me dises que l'Europe telle qu'elle est, elle est pas bonne, je suis d'accord avec toi. Oui, ok bien sûr. Mais tu sortir de l'Europe, ça veut dire quoi? Non, pas Il faut dire sortir aux de gens, l'Europe. ça veut dire aux gens que tu vas dire tu perds 30 ou 40% du pouvoir d'achat du jour au lendemain. Parce qu'avec 60 millions d'habitants, oui, 60 millions d'habitants, tu ne vas pas te battre contre la Chine, contre l'Inde et tout ça. Faut être sérieux. Faut être sérieux. Vous savez ce qui nous prend au nez, Qu'est-ce qui vous monsieur? prend au nez? Hein? Oui, la Grèce et tout ça, oui, j'y vais dans 15 jours. Et je vous dirai ce qui se passe. Et je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Et Ok? qui c'est qui a après la Grèce? Qui c'est? Qui c'est qui va suivre derrière la Grèce? Peu importe, c'est qui va suivre. Qui? Et vous allez voir. Mais non, mais pour l'instant, Mais ça, attends, ça vous fait plaisir de raconter la misère. Ça vous fait plaisir. Ok, il y a des problèmes économiques, etc. Mais vous êtes. Non, mais Elle a été mal faite. Mais etc. c'est ni plus ni moins, c'est ni plus ni moins. Nous, on veut- Quand il parle comme ça, il supporte de ceux qui sont en place et il veut rien changer. Parce que quand il dit c'est vous, c'est nous ou la Grèce, ça veut dire qu'en Grèce, on sait excusez-moi le jeu de mots, ceux qui se sont engraissés en Grèce, hein, ce sont l'Église et ce sont les armateurs. Les autres, ils en ont chié, comme vous et moi. Ok? Je vais vous On en dire, chie. je vous dis Ok? juste un mot sur Alors on l'Europe. arrêtez avec la Grèce. Non, il ne faut pas parler d'Europe. Non mais... On est européen, monsieur. Regardez Le le peuple visage, grec, on il est en chie comme tout européen. le monde. Regarde, Pas regarde, comme les regarde. Grecs qui volent partout et que c'est des voleurs. Il y a des problèmes politiques en Europe, on est bien d'accord. On est bien d'accord. peuvent être bougées. Les règles. Mais les règles, les lois devraient rester intangibles Mais aussi. pourquoi vous discutez, vous donnez de l'importance à des sujets qui ne vous intéressent pas? Allez ailleurs, laissez parler, les gens, terminez. Parlez pour rien. Non mais là, Ah, ils sont Non, discute. discutez, nous on n'est pas Ils sont comme tout eux. contents qu'on leur parle, ces gens. Non, discute. Pourrait annoncer à l'été économique, la France sera très attentive au discours qui serait. Voilà, il faut maintenant un discours de fermeté et il faut que le gouvernement français montre à l'État qu'il n'est pas prêt à le laisser faire n'importe quoi. Moi, cette loi, c'est une proposition-là, le déterminant, c'est important pour vous. Les élections présidentielles, maintenant, les législatives, c'est une période cruciale aussi, d'où l'intérêt de se mobiliser, que les élus viennent nous voir. Oui, justement, je pense que maintenant il est temps d'arrêter les divergences des uns et des autres. Sauver le site de Florange doit être un front commun, doit être une position commune et il faut qu'on arrête les petits jeux politiciens, si je puis dire, parce que c'est un projet qui vient de la gauche, on rejette la droite, ou l'inverse. Nous, ce qu'on va demander cet après-midi aux élus locaux, qu'ils soient députés, conseillers généraux, conseillers régionaux, c'est qu'on parle tous, enfin en Lorraine, d'une même voix, qu'on fasse front commun pour défendre l'industrie. J'ai plus les compétences, j'ai plus les compétences. Donc tout ça, il est en train d'organiser la mort de Florange. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on l'empêche qu'il organise ça.
Et simplement, on aimerait quand même qu'à un moment donné, vous puissiez parler du même point. Je vais vous lire une déclaration, et après, vous pourrez en faire ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes d'accord sur le projet qui a été initié par l'intersyndicale? Et après, chacun pourra y mettre son petit grain de sable, sa petite pierre à l'édifice. Mais l'idée, c'est effectivement de faire de la sidérurgie un secteur stratégique pour la France. Et si vous validez ce texte-là, nous nous mettons en ordre de marche avec vos divergences, évidemment. On ne va pas vous demander de porter la même chose pour tous. Mais c'est dire, nous, comme nous, intersyndical, on sera à vos côtés jusqu'au dernier jour et on fera plus l'amical. C'est ça l'idée. Commune et de se rassembler sur un texte unique qui sert de base à une proposition de loi ou demain à un projet de loi s'il y a un gouvernement qui le propose. Alors je vais tout d'abord dire qu'il y a une proposition de loi qui a été déposée. Elle a même été discutée à l'Assemblée nationale sortante. Elle a fait l'objet d'un rejet et donc elle n'a pas été adoptée. Je dis quand même, pour que les choses soient claires, sous forme d'amendement. Donc des groupes ont voté pour, des groupes ont voté contre. Je vous renvoie simplement au journal officiel de la République française pour savoir qui a voté pour et qui a voté contre. C'est aussi simple que ça. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, ce document, c'est la base d'un projet de loi. Et pour nous, c'est important parce que c'est une proposition qui enrichit le travail législatif. Bien sûr, le travail législatif est plus compliqué que ça et ne va pas s'appliquer qu'à ArcelorMittal. Par contre, ArcelorMittal est l'exemple idéal pour démontrer, dans le cadre d'une politique industrielle française et européenne, qu'on ne peut plus laisser les grands groupes prédateurs faire ce qu'ils veulent et qu'il faut, pour ArcelorMittal, mais aussi pour d'autres sociétés, parce que dans la loi, on ne parlera pas d'ArcelorMittal, on y fera référence, évidemment, dans les explications de texte, mais il y a d'autres sociétés en France qui pourront bénéficier de cette loi. Et la première à en bénéficier, et ce qu'il faudra vous en rendre hommage si effectivement elle passe, ce sera ArcelorMittal et ses salariés. Pas ArcelorMittal, ce sera les salariés de l'entreprise qui s'appelle aujourd'hui ArcelorMittal. Et il faudra évidemment modifier le code du commerce. Je dis ça simplement pour dire qu'il y a des textes à modifier, mais il faut que le législateur le fasse. On vérifiera, bien entendu, ça va de soi, si c'est conforme à la Constitution, si c'est conforme au droit européen, et ça c'est le travail des juristes, c'est pas notre boulot. Notre boulot c'est aujourd'hui de prendre un engagement politique. Après, il y a un travail du juriste qui est à faire pour que ce texte soit compatible avec les textes français constitutionnels et européens. L'initiative que vous avez prise et qui effectivement est à mettre en parallèle avec la réunion des actionnaires qu'a évoqué tout à l'heure Édouard Martin, je pense qu'il est important que d'un côté on fasse bien cette distinction. Il y a d'un côté des actionnaires qui se préoccupent de leurs dividendes et qui évidemment veulent que ces dividendes soient le plus élevés. De l'autre côté, il y a malheureusement la misère dans laquelle on se trouve. Ici, on n'est pas en train de se demander si on va augmenter les salaires, on est en train de se demander simplement si on va pouvoir préserver l'emploi. C'est-à-dire qu'on a quand même des préoccupations qui sont aux antipodes. Et de ce point de vue, moi, je crois qu'on sera unanime à reconnaître que le plus important, c'est évidemment que tout le monde puisse, à la fin du mois, avoir un salaire, faire vivre sa famille, permettre à ses enfants d'aller à l'école. Et ce symbole me paraît fort. Et je voulais commencer par cela. Après, je suis aussi pleinement d'accord avec ce qui a été dit sur la dimension européenne de notre combat. Alors ce combat, il est avant tout lorrain, bien entendu, aujourd'hui. Mais je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Il va bien au-delà de la frontière de la Lorraine, même si la Lorraine est aujourd'hui en première ligne. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il est important que très rapidement, et c'est le message que je ferai passer, le président de la République, nouvellement élu, le Premier ministre qui vous a rendu visite il n'y a pas si longtemps, rencontre à nouveau M. Barroso, alors pas tellement dans le cadre d'une candidature ou d'une personnalité indépendante, mais le rencontre est-qualité président de la République, ce que le précédent n'avait pas fait, car je crois en effet que les décisions sont à prendre à ce niveau, pour la Lorraine d'abord, mais également pour les autres sites français et les autres sites européens, dont certains malheureusement sont aussi déjà fermés. Moi-même, mais plus modestement, j'ai rencontré le ministre du Travail luxembourgeois, Nicolas Schmitt, et c'est vrai qu'on a ensemble, pour la première fois, et c'est eux qui étaient demandeurs, je le précise, c'est pas nous qui avons demandé à les rencontrer. Pour la première fois, les luxembourgeois, dont on dit souvent qu'ils sont protégés, dans une meilleure situation, sont extrêmement inquiets, extrêmement angoissés de l'avenir de la sidérurgie dans notre périmètre. C'est dire s'il y a le feu dans la baraque et si effectivement les pires nouvelles puissent être entendues dans les mois qui viennent.
Nicolas Schmitt, on n'a pas spécialement communiqué sur cette rencontre, puisque très rapidement, même s'ils ne sont pas de la même sensibilité, mais c'est notre cas aussi aujourd'hui, Juncker a fait des déclarations qui allaient d'une certaine manière dans le sens du Parti socialiste luxembourgeois que représente Nicolas Schmitt, puisque Juncker lui-même a émis un certain nombre de critiques à l'encontre du groupe ArcelorMittal en disant qu'on ne pouvait pas tout leur donner et en retour, ils ne pouvaient pas tout recevoir ou tout prendre. Et ça me permet de faire le parallèle, je crois qu'il faut le rappeler pour tous ceux qui sont là. En ce moment, ArcelorMittal s'enrichit sur notre dos, les actionnaires s'enrichissent sur notre dos, à travers la vente des quotas de CO2, à travers également, et j'ai vu le préfet il y a 2 jours, à travers le chômage partiel, qui est payé par l'État. Et c'est vrai que c'est un sujet douloureux, je crois qu'il faut d'ailleurs qu'on en discute, puisque le débat risque de ressurgir assez rapidement. Je crois que la prochaine, vous avez des réunions le 23, enfin, qui vont se succéder. Et c'est vrai qu'il va y avoir un vrai débat sur les conditions d'octroi ou non du chômage partiel, si cela devait perdurer, malheureusement. Mais en tout cas, on ne peut pas concevoir que l'État continue de distribuer de l'argent s'il n'y a pas des engagements en retour. Alors, ces engagements, pour moi, c'est quoi? C'est d'abord le respect des conventions qui ont été signées par l'État. Actuellement, les conventions qui ont été signées après la fermeture de Granbranche ne sont pas respectées. La moitié des emplois promis seulement ont été créés, et pas d'ailleurs forcément dans ce secteur, bien déterminé autour de Granbranche. Et surtout, la convention d'ancrage territorial qui a été voulue à l'époque par l'État et par le groupe n'est pas non plus respectée, puisque, je crois que vous le savez, malheureusement, ArcelorMittal aujourd'hui rechigne à mettre les 4 millions seulement d'euros nécessaires pour entreprendre les études sismiques dans la Meuse. 4 millions, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, je sais qu'il y en a qui savent ici, malheureusement, que, paraît-il, Renaudin n'ose plus engager une somme au-delà de 5 000 euros, ce qui effectivement en bien ridicule. C'est dire si effectivement nous sommes dans une situation grave. Je mets le parallèle entre les bénéfices et les 4 millions qui sont rien, mais également avec l'endettement du groupe qui est, je crois, de 23-24 milliards de dollars, mais plus pour acheter des mines et pour effectivement s'enrichir que pour produire de l'acier, en particulier dans cette région. Donc, que pouvons-nous faire? Je crois d'abord il faut rester mobilisé, et vous avez raison de nous dire de tous venir ici, nous rassembler aujourd'hui, mais peut-être aussi dans les jours qui viennent, pour que la Lorraine parle d'une seule et même voix. Elle l'a déjà fait en d'autres circonstances, mais il faut que ça continue, il faut même que ça s'amplifie avec le nouveau gouvernement. Car il y a une bonne nouvelle, il y a un nouveau gouvernement. Et je crois qu'il ne faut pas se contenter effectivement de se dire il y a un nouveau gouvernement, il va s'intéresser à nous. Il est clair que les courriers vont partir tous azimuts de la France entière, et il faut que nous réaffirmions tous ensemble, pas seulement ceux qui sont de la sensibilité du président ou du Premier ministre, que nous voulons être reçus au plus haut niveau, au moins par le ministre de l'Industrie. Après, je pense qu'il faut très rapidement qu'on réfléchisse à la loi, effectivement, qui a été proposée. Moi, j'en ai parlé également, évidemment, déjà avec un certain nombre de conseillers techniques potentiels. Enfin, vous savez que la semaine dernière, Alain Rousset, qui est un des personnages qui pourrait compter, qui est président de la région Aquitaine, a dans Le Monde rappelé que cette loi était d'actualité en citant ArcelorMittal. Il n'est pas le seul à l'avoir dit, Jean-Marc Ayrault veut le dire ici également. Après, il y a une expertise juridique rapide à faire, effectivement, car il faut que le Conseil d'État donne son accord. Il faut également qu'on vérifie que toutes les dispositions de cette loi sont constitutionnelles et qu'il n'y ait pas la moindre erreur qui soit commise, parce qu'elle est importante. Et là, il faudra qu'on précise bien qu'il s'agit de l'ensemble de l'unité et pas seulement des hauts fourneaux. Mais bon, c'est peut-être une discussion plus technique, mais il faut effectivement qu'on aille dans cette direction. Voilà. J'en reste là, enfin je crois qu'il faut procéder par différentes étapes. J'ai donné le contexte, l'aboutissement c'est la loi et entre-temps une rencontre avec Barroso et avec le ministre de l'Industrie. Commune, je ne verrai pas. C'est le maire de la ville, président de l'agglomération, donc élu local, aux côtés de cette lutte depuis le premier jour, qui a apporté avec mes collègues de la vallée, et au-delà, le soutien logistique, matériel et moral qui était indispensable pour que vous teniez aussi longtemps. Et je crois qu'au début et encore aujourd'hui, Mittal fait le pari du pourrissement et de votre lassitude. Bon, moi je constate qu'aujourd'hui vous êtes toujours mobilisés et que c'est déjà la première leçon à tirer. Comme vous l'avez dit l'autre jour, on lâche rien. Et on est avec vous
de ce point de vue-là, à la fois dans vos actions, dans vos revendications et dans votre analyse, parce que ce qui a été dit par les organisations syndicales, je le partage entièrement. Cette vallée a besoin de la sidérurgie. Elle a la volonté naturellement de se diversifier et c'est indispensable. On ne peut pas uniquement compter sur cette diversification. On l'a lancée depuis 1974, on l'a nettement accentuée avec la création de l'agglomération. Il n'empêche que les enjeux ne sont pas à la hauteur. Ils ne sont pas à la hauteur, simplement, je ne vais pas donner trop de chiffres, mais on a accompagné la création de 1400 emplois sur la vallée depuis une dizaine d'années. On voit les milliers d'emplois qui sont en jeu aujourd'hui avec la filière liquide et l'usine de Florange. Quand je dis les milliers d'emplois, c'est des emplois directs. Et je voudrais parler aussi de ceux qu'on oublie bien trop souvent, et j'ai lu à cet égard des déclarations scandaleuses, et je dirais pas de qui, parce que je ne veux pas être polémique, mais quand on dit de quoi se plaignent les sidérurgistes, il n'y a pas eu de licenciement, alors en dehors du fait que les gens perdent de l'argent quand ils sont au chômage partiel d'ores et déjà, et qui sont dans l'angoisse, les intérimaires qui ont eu des centaines qui ont été sur le carreau, et les sous-traitants. Moi je suis intervenu, et c'est quelque chose qu'on suit avec les collègues élus, notamment Michel Libgot, de manière à ce que les entreprises sous-traitantes, certaines sont au plus mal. Et sans ces entreprises sous-traitantes, le redémarrage de Florange n'est pas du tout assuré. Je voudrais dire aussi on a dit tout à l'heure que Vital faisait une partie de ses profits avec l'argent des contribuables. C'est vrai pour le CO2, et là il y a une réglementation européenne à revoir, mais c'est vrai également par rapport à l'indemnisation du chômage partiel et la convention APLD. Et là il y a des conditions qui ont été posées par l'État sur les budgets de maintenance, qui sont pourtant un sujet essentiel sur le outil redémarre. Et moi je dis publiquement qu'à notre connaissance, et je crois que vous ne le démentirez pas, mais une fois de plus, les engagements n'ont pas été tenus, y compris les récentes annonces qui étaient sorties de dessous le tapis de l'ancien président de la République, où il avait annoncé quelques millions, etc. Donc ça aussi, il faut absolument le dire. Alors après, il y a des solutions au niveau national, il faut en débattre effectivement, et le projet de loi peut sans doute à améliorer, sans doute à confirmer du point de vue juridique, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a un Conseil constitutionnel. Ce Conseil constitutionnel est une assemblée théoriquement juridique, mais qui est aussi très politique, de par son mode de nomination, et que je suis assez content d'avoir entendu mon voisin dire les nationalisations mode 82, on se heurterait tout de suite à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui fait que ça coûterait très cher aux contribuables, parce qu'il faudrait nationaliser une entité juridique qui est rentable, et donc ça coûterait énormément d'argent, et finalement une fois de plus ce serait le contribuable qui moderniserait l'outil, puisqu'on sait qu'il faut à un moment donné mettre de l'argent dans l'outil de production pour le moderniser, et en espérant que d'ici quelques années, moi j'espère le contraire, mais c'est la démocratie, que la droite revienne au pouvoir et puis restitue au privé l'argent que les contribuables ont mis. C'est ce qui s'est passé dans les années 80 et 90. Donc il faut regarder ces aspects-là. Et puis il y a l'aspect européen, qui pour moi est essentiel, et il est évident que nos nouveaux pouvoirs publics, le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, ont un rôle important à jouer pour obtenir de l'Union européenne qu'enfin on ait une position, alors dans le cadre d'un programme qui est plus large qu'une cause, qui est NER 300, mais qui est essentiel pour nous. Vital n'est pas seul dans cette affaire-là, y compris du point de vue privé. Il est à la tête d'un consortium de 48 sidérurgistes. Et donc, Vital aurait quand même fort à faire d'aller expliquer qu'il ne veut plus d'ULCOS. Mais si on veut qu'ULCOS ait encore un sens, il y a énormément d'argent public sur ce projet. L'argent de l'Europe, l'argent de l'État par le grand emprunt, jusqu'aux collectivités locales qui ont été sollicitées. Et on a dit on est prêt à y aller, pour autant qu'on nous pérennise Florange, qu'on nous garantisse l'emploi et l'outil de production. Donc voilà les quelques mots que je voulais vous dire en réitérant que, et je pense pouvoir parler au nom de tous mes collègues élus locaux de Moselle et de la vallée de la Fensch, que partout où je suis élu, dans ma commune, dans l'agglomération, au Conseil général également, parce qu'il faut que des assemblées comme le Conseil général se mobilisent. On se fera le relais de votre demande et de votre combat, parce que c'est pas seulement votre combat, c'est le nôtre, et c'est celui de toute la population. Oui, vas-y Patrick, vas-y Patrick.
Je travaille à ArcelorMittal depuis 40 ans. Et je suis maire d'une commune voisine, Algrange, cité aux 4 mines, et ex-berceau de la sidérurgie également, avec la SNK, fermée, il ne reste plus que les friches aujourd'hui. Et si je commence par ça, c'est pour dire que les casses, les fermetures, on a connu dans la vallée ici. Et les friches, on a quand même pas mal. Lucheville, c'est le cas à Putange, à Grange, chez nous, et d'autres endroits comme Grange. Et j'ai pas envie que la vallée de la Felle se ressemble à ce que l'on connaît déjà. Et donc, eh bien, on se bat. Et depuis longtemps, moi mes premiers combats datent de 79 déjà, on parlait de rayer la sidérurgie de la carte d'un certain nombre de régions. Et la Lorraine n'a pas été épargnée depuis. Donc la première des choses, évidemment, et c'est ça qui est important, c'est le combat des salariés. Parce que de l'extérieur, toutes les aides, toutes les bonnes volontés ne pèseront que si il y a une forte implication du personnel dans notre commune. Je sais que c'est pas simple, pour l'avoir vécu depuis des décennies, ce n'est jamais simple. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que avec les difficultés, et je sais, je les connais pour les avoir pratiquées, l'intersyndicale résiste et continue à se battre. Ça, c'est la première fois qui est positive. Je pense que sans cela, on pouvait tous aller planter des clous, distribuer notre tract, coller nos affiches pour voter pour nous, on est les plus beaux, les meilleurs. On s'apercevrait qu'au lendemain des élections, l'usine n'existerait plus. Donc c'est important que cette intersyndicale puisse continuer à vivre, à fonctionner et à animer les combats sur la sidérurgie. Ensuite, c'est pas la peine de revenir sur les causes, sur la situation, sur les profits du Mittal. Enfin, vous le savez tous ici, tout le monde est parfaitement informé de la situation. Il n'empêche que, pour moi, la première des choses importantes, c'est qu'on gagne le combat du redémarrage de nos fonds. Parce que si on ne gagne pas ça, on ne pourra pas discuter d'une cause, on pourra discuter de rien. Première des priorités, il faut obtenir le redémarrage de nos fourneaux et faire que ce fonctionne. Je pense que pour ceux qui s'intéressent à la sidérurgie, vous avez regardé les chiffres, la production d'acier dans le monde, la demande d'acier dans le monde pardon, n'est pas en recul, au contraire, elle continue à croître pour approcher les 1,5 milliard de tonnes d'acier consommées. Ce qui veut dire que, contrairement à ce que dit Mittal, les hauts fourneaux de Florence sont utiles, simplement dans sa stratégie de course au profit, il a d'autres idées, Edouard Martin l'a rappelé, c'est gagner beaucoup d'argent sur les matières premières, et moins sur les produits finis, mais sans produits finis qui répondra aux besoins de la population. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, tous les discours ne vont pas la solution. Qui la détient la solution? En partie, je l'ai dit, les salariés et leurs représentants. En partie aussi, avant d'aller en Europe, le pouvoir politique en France il a changé, tout le monde l'a voulu, on l'a, et c'est tout à fait normal qu'en ayant porté cette volonté de changement, aujourd'hui, on attend quelque chose, on est en attente de solutions. Il y a une loi qui a été proposée, moi je l'ai vue, j'ai décortiqué cette loi, très franchement, si j'étais député, je la voterais, parce qu'elle peut s'appliquer à des milliers d'entreprises en France. La loi dit en substance qu'un patron qui décide de fermer sa boîte et qui refuse de vendre sous prétexte que ça risque d'être repris par un concurrent, donc il faudrait le contraindre à vendre son entreprise. Très franchement, si on regarde dans le détail, pour ArcelorMittal Florange, cette loi dans l'État ne peut pas s'appliquer. Parce que pour l'instant, Mittal, il va y aller peut-être par étapes, par touches successives. Pour l'instant, on en est au fourneau, à la scierie, à l'arrêt. Le train chaud fonctionne. Une partie des laminoirs à froid, moi je parle à l'ancienne parce que les mots anglais introduits dans nos vocabulaires, ça ne me plaît pas trop non plus. D'ailleurs, la loi l'interdit, mais bon, bref. Et le packaging souffre. Donc, cette loi, pour l'instant, dans l'État, ne s'applique pas. Alors, cette loi n'est pas à prendre ou à laisser, c'est pas parce que dans l'État, elle ne pourrait contraindre Mittal à vendre. D'ailleurs, imaginez que même si elle s'appliquait, vous imaginez-vous un repreneur venir vous dire, moi les amis, moi je vais acheter les hauts fourneaux, je vais produire de la fonte, qui m'achète ma fonte? Monsieur Mittal, vous me l'achetez? Non. Ça, personne pourrait lui interdire de ne pas racheter la fonte de ses ex-hauts fourneaux. Donc, on tournerait en rond. Et c'est pour ça que je dis que cette loi, dans l'état actuel, ne peut pas nous aider. Demain, si elle est proposée, il faudra la voter. Je pense qu'il faut l'amender et peut-être trouver des formules qui la rendent plus contraignante. Il n'empêche, moi je vois deux façons de traiter ce dossier. Soit d'une façon très libérale, et je ne représente pas ce courant français, et qui consiste à dire, voilà, c'est un patron privé, la propriété privée, c'est dans notre constitution, donc il applique
Et ce qu'il veut, ça lui ferme, ou ferme partiellement, ou totalement. Et l'État, on a connu, hein, accompagne mesures sociales, reclassement, réindustrialisation. On a connu le PED avant lui, regardez ce qui reste aujourd'hui. Donc c'est une façon, je dirais, libérale d'accompagner cette crise que nous connaissons. Et puis il y a une conception que moi je qualifie de gauche, qui consiste à dire, puisque Mittal ne veut plus produire d'acier à partir de nos outils, eh bien l'État français récupère ces outils. Alors j'entends pour dire, ouais mais la nationalisation, c'est plus d'époque. Et pourquoi? Et pourquoi? Alors, on n'est pas obligé de prendre la nationalisation comme on l'a connue, d'ailleurs qui n'a pas été une réussite à l'époque, quand Mitterrand était au pouvoir. Il n'empêche qu'il y a des entreprises en France qui ont besoin d'acier. Et pourquoi est-ce que l'État français ne serait pas facilitateur de créer une société qui reprend les parts d'ArcelorMittal et qui décide de son fonctionnement et de son avenir, avec un État qui prend aussi des participations dedans? Rappelez-vous quand même que si certains États ne s'étaient pas désengagés, Mittal n'aurait pas réussi d'opérer. Alors, ça ne serait peut-être pas changé pour Florange, hein. Je ne sais pas, mais l'avenir ne peut pas nous le dire, et lui le passé, parce que les choses ont évolué de cette façon-là. Mais au moins, il y avait à l'époque les Belges, les Luxembourgeois, y compris l'État français, qui étaient des pourcentages d'actions et qui pouvaient, à un moment donné, bloquer ou peser sur les choix. Ça n'existe plus. Donc, ce que je propose, c'est que l'État remette le pied dedans. Mais je ne propose pas une nationalisation type 1982, mais une entreprise avec des sociétés. Et donc on pourra réfléchir, mais pourquoi pas EDF aussi comme opérateur, pourquoi pas les entreprises comme Renault, PSA. Renault, il y a une forte participation de l'État français dedans. Ce sont des utilisateurs d'acier. Pour moi, la sidérurgie est une industrie stratégique pour le pays. C'est une question d'indépendance nationale. Donc voilà, c'est des pistes que l'on peut discuter, y compris tous autour d'une table, pour que l'État mette un pied dedans et arrive à contraindre. Parce que, je vous le dis, Mittal, si on applique nos règles libérales, elle est en capacité de faire à peu près ce qu'il veut. Et donc l'État peut empêcher ça. On a voté des lois parfois, on peut prendre des décrets. En tout cas, dans l'urgence, il faut que Léo Fourneau démarre. Ça, on verra le Premier ministre et son gouvernement, les mesures qui pourront être prises. Je pense que, Edouard, tu ne me démentiras pas, on avait pris la décision de dire, après l'élection présidentielle, on formule le 7, on sera à l'Élysée, mais on sait bien que ça ne se passe pas comme ça, qu'il faut le temps que tout se mette en place. Et il ne faut pas exclure, ça a été d'ailleurs dit. C'est une image, hein. Oui, non, mais j'ai bien compris, hein, c'est pour dire après l'élection, on continuera à poser notre problème et à prodiquer l'avenir de notre entreprise. Je pense que c'est logique, normal, et c'est une démarche qu'il faudra poursuivre. Et si je suis là aujourd'hui, bon, je suis syndicaliste, vous le savez, je suis un élu aussi, et je suis candidat aux législatives avec une volonté toute simple, parce que c'est pas facile là, de se lancer dans des bagarres pareilles. On a le stress, on a les nerfs, on est aux aguets, on dort mal. Mais j'ai réfléchi, je dis, est-ce qu'on a déjà eu un sidérurgiste à l'Assemblée nationale pour défendre le morceau? Je m'en souviens pas. Oui, Jean-Marie Aubron. Voilà. Il était bon d'ailleurs. Il y a un fils ouvrier Premier ministre aujourd'hui. C'est très bien qui sont aux directions des affaires dans les conseils d'administration. Et je terminerai sur le dernier point. Ça a été dit d'ailleurs, mais ça c'est une revendication qui est forte et je pense que les organisations syndicales doivent marteler cette idée. Les salariés n'ont pas assez de pouvoir dans les entreprises et je pense qu'il faut les renforcer. Et ça, les lois doivent le prendre. Je me souviens aussi, puisqu'on parle des anciens, les lois Auroux, c'était pas mal. C'était pas complet, mais c'était pas mal. Au moins, on avait des administrateurs dans les conseils d'administration qui pouvaient dire des choses et qui pouvaient venir nous en parler. Il y a eu un tas d'autres avancées, hein, la loi de démocratisation du secteur public. Voilà. On a aussi besoin d'avoir des mesures de ce style-là. Là, on parle de la sidérurgie, mais je pense qu'en accompagnement de tout ça, il faut donner plus de pouvoir aux organisations syndicales et plus de pouvoir aux salariés des entreprises. Ça peut être fait très bien. Tous les partis politiques, tous les élus, tous les partis politiques, ça ne me semble pas aussi vrai que ça, dans la présence qu'on a aujourd'hui ici. Quand on disait on va avoir une assemblée nationale de gauche, je voudrais dire quand même que c'est pas fait et qu'il faut quand même, si on veut avoir tous les outils pour avancer et pour pouvoir se donner les moyens
de progresser dans ce domaine, il faut avoir une Assemblée nationale de gauche, mais c'est pas fait, et que ça va se jouer maintenant, et que ça fait partie des choses que nous on fait au quotidien pour faire en sorte que François Hollande ait une majorité de gauche à l'Assemblée nationale, qui lui donne les moyens d'avoir un programme de gauche et d'aller dans le sens de ce que vous avez dit tout à l'heure, et ça pour l'instant c'est pas du tout forcément existant. Donc voilà, ça c'était un petit bémol de départ sur les propos que vous avez tenus. Pour la suite, moi je pense qu'il faut que rapidement on obtienne du ministre de l'Industrie dont parlait tout à l'heure Édouard Martin. Il me semble qu'on a besoin rapidement d'un médiateur, de quelqu'un qui puisse mettre en relation les salariés d'ArcelorMittal et Mittal. Je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas de discussion, pas de rencontre, etc. Ça c'est assez simple à réaliser. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un médiateur, que le ministre en question, et donc le président de la République et donc le Premier ministre, mettent en place un médiateur qui crée du lien entre les syndicats de l'entreprise et l'entreprise, pour qu'on avance, parce qu'il y a effectivement d'autres choses qui doivent se faire, mais ça passera à mon avis par ces choses-là. Je rappelle, je parlais d'Europe tout à l'heure, qu'on a en tant que groupe au Parlement européen déposé une question prioritaire à la Commission sur l'avenir de la sidérurgie au niveau européen. On pense, le groupe Europe Écologie Lorraine pense que la sidérurgie, elle a un avenir en Lorraine et en Europe, elle a sa place et toute sa place, et que donc cette question prioritaire, elle doit être discutée, elle devrait bientôt amener à être discutée à la Commission, et donc je pense que ça c'est aussi un lieu important où les choses doivent se faire. Vous devez pouvoir rencontrer Barroso, Michel l'a dit tout à l'heure, et on est les uns les autres à appuyer cette rencontre-là avec Barroso, parce qu'on ne doit pas l'ignorer et l'éviter. Et puis, on vous invite également rapidement l'intersyndicale à venir à Strasbourg, au Parlement européen. On va prendre un rendez-vous avec vous rapidement, si vous voulez bien, pour que vous puissiez être au Parlement européen, avant même cette rencontre avec Barroso, pour qu'il puisse effectivement y avoir cette expression-là, même si il y a un peu de temps, parce qu'il y a de l'urgence dans tous les sens. Et cette urgence, pour moi, donc elle passe par ces différentes étapes-là, c'est-à-dire un rendez-vous à Strasbourg de façon très, très rapide, qui soit médiatique et qui impose à Barroso et à la Commission de vous entendre et d'entendre les choses que vous avez à dire. Et l'idée de médiateur dont je parlais tout à l'heure, qui pour moi est aussi le point le plus urgent. Il faut que dès demain, on puisse obtenir du ministre de l'Industrie qui est ce médiateur qui se mette en œuvre. Pour le reste, on en reparlera par la suite. C'était l'introduction que j'avais envie de vous proposer. Voilà. De la région. Je vous rappelle que la CGT a appelé à battre Sarkozy. Il est un prédateur pour la sidérurgie française et surtout lorraine aujourd'hui. M. Sarkozy est écarté, mais nous sommes quand même encore en danger. Nous, ce qu'on réclame de la CGT, c'est des droits nouveaux au sein de l'entreprise, au sein du comité d'établissement, au sein du comité central de l'entreprise, pour qu'on soit acteur et décideur de l'avenir de la Lorraine. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse intervenir rapidement. Ce qu'on demande aussi, on demande qu'une enquête parlementaire soit faite rapidement après ces législatives, pour faire la situation sur la sidérurgie française, mais aussi européenne. On ne peut pas laisser partir, alors qu'aujourd'hui on annonce que la production d'acide va encore augmenter dans le monde, que les besoins sont là. Ben on demande à participer à cet effort, à la construction. Ce qu'on demande encore aujourd'hui, on a appris que ce deuxième trimestre, Mittal a fait encore des bénéfices. Eh ben, ce qu'on demande, c'est qu'on arrête le chômage et qu'on redémarre nos outils de production. Et si on ne redémarre pas là, au 1er juillet, ben, ça sera une catastrophe sociale et industrielle dans le bassin. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un président de la République de gauche. On va avoir la chance d'avoir une Assemblée nationale de gauche. Je vous le dis haut et fort, on ne comprendrait pas
on ne comprendrait pas que la Lorraine soit abandonnée. Qu'on puisse abandonner nos hauts fourneaux. Je le dis haut et fort, on ne le comprendrait pas. Aujourd'hui, il y a un accord de compétitivité qui est en train d'être négocié. On le change de nom pour faire passer le beurre. On l'appelait plan de sauvegarde de l'activité de l'emploi. C'est une régression sociale. Une régression sociale. Et on sait qu'au bout du compte, il y aura des fermetures de sites. On demande une autre politique industrielle et sociale dans ce pays. Je le répète, on ne laissera pas faire. On ne laissera pas faire. On ne lâche rien.